Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ce nouveau format. Aujourd'hui on va parler de One Piece puisque j'ai décidé de relire l'intégralité de l'œuvre pendant la pause de 4 semaines chez Oda qui a décidé de se concentrer pour pouvoir dessiner la suite de son manga. Et puis moi aussi je vais me concentrer pour pouvoir suivre la suite de son manga. Je n'ai jamais fait de relecture de One Piece de toute ma vie, ça fait plus de 20 ans que je lis l'œuvre et j'ai jamais pris le temps de le relire, donc je vais faire aujourd'hui une relecture pour pouvoir un petit peu me remémorer les éléments qui m'ont intéressé à l'époque, pour vous dire également ma vision aujourd'hui, j'ai plus d'une trentaine de ballets, j'ai très certainement une vision différente de l'œuvre et je voulais vous la partager, vous donner également des éléments de mon histoire personnelle liés à One Piece, vous expliquer un peu comment est-ce que j'ai découvert l'œuvre, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que je pense de l'arc, ce que je pense des méchants, ce que je pense des gentils, des antagonistes, etc. Et puis vous donner aussi un petit peu du recul par rapport aux éléments qu'on a aujourd'hui. Par exemple, dans Romance Down, on a des éléments avec ce coquin de Shanks, pour pouvoir en parler avec vous, pour pouvoir échanger et redécouvrir avec vous l'intégralité de cette œuvre fleuve qui m'a permis aujourd'hui un petit peu d'émerger sur YouTube. One Pieceology épisode 1, nous allons parler bien sûr de Romance Down et de la rencontre entre ce cher Shanks et ce cher Luffy. L'occasion aussi pour moi de vous donner mon avis, voilà, sur tous les éléments de l'œuvre. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu valides un petit peu ce nouveau format qu'on va faire en attendant cette pause pour pouvoir un petit peu partager du contenu avec vous et tutti quanti, comme ça me fait un peu de pognon. Également, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne tout en sachant que je suis un redoutable spoiler. Donc voilà, si tu ne suis pas les scans, regarde ces vidéos mais ne t'abonne pas pour une fois, ça me posera aucun souci, n'hésite pas mon frérot. Prends mon contenu, sauve-toi, ne passe pas par la caisse. Romance Down, One Piece, à savoir que moi, on m'a prêté le premier tome de One Piece en 2002-2003. C'est un collègue du handball, parce que je faisais du handball quand j'étais petit, qui s'appelle Nicolas Ross, si tu vois cette vidéo, gros big up à toi, qui m'a prêté One Piece. On était à peu près, comme je vous l'ai dit, en 2002-2003. Et en termes de parution, c'était à peu près le tome 16, chez Glénat, qui sortait, je me souviens, parce que sur la couverture c'était Ace, et je me suis dit waouh, quel est ce redoutable personnage. À l'époque, quand j'achetais un tome, je regardais toujours les couvertures des autres tomes, j'avais déjà une petite envie de me faire spoiler à l'époque. Donc je savais qu'ils étaient au tome 16. À l'époque, les tomes One Piece étaient imprimés en version originale, c'est-à-dire en lecture française, et pas en sens de lecture japonais, et certains noms étaient modifiés. Moi par exemple c'était Usopp à la place de Pipo et c'était Sandy à la place de Sanji, quelque chose comme ça. Donc j'ai commencé directement avec ça, et au premier abord le style graphique n'est pas la chose qui m'a le plus intéressé directement sur One Piece. J'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à de la BD franco-belge, que j'aimais moins que le manga, c'était un peu moins stylisé, les mentons étaient un peu moins pointus et les veuches un peu moins dressées vers le haut. Et c'est vrai que bon, c'était pas quelque chose qui m'a attiré au premier coup d'œil. Mais bon, j'étais à la recherche de plusieurs lectures. À l'époque, j'étais en train de dévorer Naruto, Shaman King, Yu-Gi-Oh! Et Bleach, un petit peu Bleach également, c'est venu après One Piece, que tous ces mangas-là. Donc voilà, je voulais découvrir de nouvelles aventures et un ami m'avait parlé de ça. Je me suis dit, bah vas-y, envoie directement le tome 1. Et à l'époque, c'était ça, j'allais au collège. Je finissais un tome, je le ramenais le lendemain, je me finissais la suite, etc. C'était une époque merveilleuse et formidable. C'était une époque post-internet et moi, je suis vraiment un lecteur du manga papier. Je regarde pas l'animé pour la simple et bonne raison qu'en fait, ayant l'habitude depuis tout jeune de lire le manga papier, je lis à ma vitesse. C'est pas rapide, c'est pas lent, c'est ma vitesse. Alors que quand tu regardes un animé, finalement, tu es dépendant de la vitesse de l'animé. Et moi, ça me saoule parce que je trouve ça extrêmement lent. D'autant plus aujourd'hui, sur l'arc Onigashima, ils vont vraiment trop loin. Mais même sans ça, moi, je trouve ça lent, en fait. Dès que j'ai compris un peu l'histoire, l'action, je m'ennuie. Si jamais tu t'es pas vif dans ton montage, dans ta mise en scène, etc. Donc moi, je suis vraiment un friand du manga papier. Je peux lire ça directement à ma vitesse. Et en plus, je prenais énormément les transports à l'époque. Et je pouvais lire dans les transports. Et là, c'était magnifique. Je me perdais dans le temps. Il n'y a plus de sensation du temps. Je pouvais lire directement mon tome. En ce qui concerne l'histoire, ce qui m'a intéressé au début, c'est que ce soit une histoire de pirate, et j'ai trouvé ça assez sympa, parce que de manière surfacique, c'était un thème qui pouvait plus ou moins m'intéresser. Mais, en lisant directement le tome, il y a plusieurs choses qui m'ont dit que ce manga est vraiment pas mal, et le premier étant le traitement des pouvoirs dans One Piece, puisque j'ai trouvé ça vraiment créatif d'avoir un système de fruits du démon, et donc du coup un hasard, tu manges un fruit, tu ne sais pas vraiment sur lequel tu tombes, et
tu dois, in fine, pendant la suite de l'histoire, te débrouiller avec le fric qu'on te donne, et c'était pas du tout légion, ce genre de traitement des personnages et des pouvoirs dans les shonen. À l'époque où j'ai commencé dans les mangas, à l'époque c'était plutôt un état de fait. Dans Naruto, t'es un ninja, donc forcément tu deviens un ninja. Dans Bleach, t'es un Shinigami, tu deviens un Shinigami. Et à l'époque, c'était beaucoup une histoire de transmission. À part dans Naruto. Mais dans Bleach, c'est Rukia, une Shinigami depuis X années, qui transmet son pouvoir à Ichigo. Dans Yu-Gi-Oh!, il y a une seconde personnalité, c'est le pharaon qui transmet son pouvoir à Yugi. Dans Shaman King, au final, même si c'est un fils de chaman, c'est en rencontrant Amidamaru, qui est un ancien samouraï, que finalement Yo obtient ses pouvoirs. Et avant, c'était beaucoup ça. C'était un garçon comme nous, qui rencontrait une entité spirituelle de l'ancien temps ou une légende, qui avait certainement un problème, cette légende-là, et qui était obligée un petit peu de collaborer avec le héros pour donner le début de l'histoire, le héros et son pouvoir. On avait beaucoup ça. On n'avait pas du tout, comme aujourd'hui, quelque chose qui est de complètement aléatoire. Tu manges un fruit et boum, t'as un truc comme ça. Même dans tous les jeux vidéo, etc., tu construis ton pouvoir, t'as un pouvoir en toi, tu vas de plus en plus puissant. T'avais aucun jeu vidéo, finalement, tu lances une roulette et voilà, toi t'as un pouvoir de feu, toi un pouvoir de glace. Donc je trouvais ça hyper intéressant, hyper créatif, et il n'y avait pas de comparaison. Aujourd'hui, il y a My Hero Academia et peut-être d'autres combats, d'autres mangas, mais même dans My Hero Academia, finalement, c'est pas toi qui vas vers un fruit, t'as un fruit comme ça qui vient, et finalement c'est un peu lié aussi au pouvoir de tes parents. Et My Hero Academia c'est sorti une quinzaine d'années plus tard. Donc à l'époque, j'ai trouvé que créativement, c'était super sympa. Et surtout, tu avais une contrepartie. Et ça, j'ai découvert plus tard, en m'intéressant un petit peu au roman d'initiation, à comment tu crées une histoire. C'est un ressort hyper puissant de mettre une contrepartie à ton héros qui soit complètement loufoque par rapport à son univers. Et un pirate qui ne sait pas nager, c'est complètement loufoque, c'est complètement ouf. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Dans Yu Yu Hakusho, tu avais le rayon astral, il pouvait le tirer une seule fois par jour, ce qui est une contrepartie aussi hyper intéressante. Ça met un petit peu de tension. Est-ce que Oda a vraiment exploité cette tension du fait de ne pas pouvoir nager? Réponse, non, je le sais aujourd'hui. Mais à la base, c'est une idée qui est vraiment créative et je me suis dit, au niveau narration, c'est vraiment pas mal ce que tu me racontes. C'est pour ça que j'ai été vraiment intéressé déjà par le premier élément du manga, c'est-à-dire le pouvoir du héros. J'ai trouvé ça sympa. Maintenant, avec du recul, on sait, parce que dans ce genre de vidéo, j'ai parlé avec du recul, que Shanks n'était pas là pour rien, que finalement, c'est pas le Gomu Gomu no Mi, mais le Ito Ito no Mi, modèle, dieu vivant, Nika. Est-ce que voilà, le personnage de Shanks était là ou pas par hasard, on ne sait pas, mais en tout cas ce qui m'a intéressé pour Shanks au début c'est pas ça, c'est un petit peu le ton que le manga allait avoir. C'est-à-dire, moi je viens du 93, je viens de banlieue, et je suis un garçon très épique, très shonen neketsu, très Kaira. Quand j'étais petit j'adorais me péter, j'ai toujours été comme ça, et j'ai été biberonné un petit peu à certains genres de films, Al Pacino, Scarface, Hits, Rock'n'Rolla, Crime, Arnaque, Tempo Canonique, etc. Et il y a souvent cette notion de ça sert à rien de parler. Voilà. Ça sert à rien de parler. Si t'as quelque chose à faire, fais-le. Et dans One Piece, c'est un peu ça. Parce que quand il y a le brigand qui vient directement dans la taverne pour aller faire chez Shanks, qui est en train de teaser avec ses potes, Shanks, il fait pas de cinéma, il se laisse faire, il n'y a pas de souci. Tu veux m'embrouiller, il n'y a pas de souci. Mais dès lors que le bandit s'attaque à ses potes, Shanks, il vrille, il devient complètement sérieux et il le bute. Et il n'y a pas cette espèce d'esprit chevaleresque de bien et de mal qu'on a un petit peu dans Naruto, dans Bleach, à l'époque dans Shaman King ou dans Yu-Gi-Oh! Où le narrateur ou le personnage t'explique que voilà, tu fais le mal, donc moi je suis obligé, je suis gentil, je suis obligé de t'arrêter. Là, c'est pas du tout ça, frérot. C'est un monde de barbares. Je dis rien, je fais pas de cinéma parce que le monde est brut, le monde est méchant. Et si jamais tu touches un de tes miens, je vais te niquer ta race. Et j'ai trouvé un petit peu ce propos allant en ligne directe avec mes convictions. J'ai trouvé ça hyper intéressant et c'est ça qui m'a plu de premier abord dans ce manga-là en fait. C'est que c'était un petit peu semblable à ma vision de l'héroïsme, à ma vision de ce qu'être un homme, à ma vision un petit peu de ce que devait être quelqu'un de charismatique. C'est quelqu'un qui fait pas de cinéma, qui se la raconte pas. Il n'y a pas de grand discours comme dans les autres mangas en fait. Oui, nanana, le pouvoir de l'amitié, je pense que tu n'es pas quelqu'un de bien, donc je t'attaque, en avant, waouh. Il n'y avait pas ça. Dans One Piece, c'est un peu, ouais, vas-y, insulte Wham, mais le jour où je vais te démarrer, je vais te monter en l'air. Il y a même cette phrase stylée, quand Lucky le gros porc bute le pirate, ouais, si tu sors ton gun, ça sert à rien de parler. Et ça, c'est des choses que tu peux retrouver dans le rap, enfin dans le rap à l'ancienne, il y avait beaucoup de punchlines là-dessus. Je suis pas pour tuer les gens, bien sûr, mais j'aimais bien cette mise en scène dans ce que pouvait être un brigand, et que ça soit un peu flou en fait. Tu peux être un pirate et être quelqu'un de bien, avoir des grosses valeurs, comme on le verra par la suite, tu peux être un marine et un véritable fils de pute, un enfoiré. J'aimais bien cette chose-là, c'est un peu... Ben voilà, même dans le rap, t'as cette confrontation entre la police et les KRA,
tu dirais que les gens de banlieue ou les Kéras sont peut-être un peu les méchants et que la police sont les gentils, mais au final, quand tu regardes en dessous, c'est beaucoup plus compliqué que ça. T'as des gens, t'as même des grands bandits, des braqueurs, etc., qui sont des gens en or, alors qu'ils font des choses vraiment abominables, et à l'inverse, t'as des flics qui ont un métier honorable et qui font n'importe quoi, et bon, moi j'ai toujours été baigné dans cet univers-là, même cinématographique, et retrouver la même chose dans un manga, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je me suis retrouvé directement, en fait, et puis même moi, j'essaie d'être comme ça dans la vie. Voilà, fais pas de cinéma, ça sert à rien de parler, ce sont les actes qui montreront et qui définiront qui tu es vraiment. Et j'ai vraiment trouvé ça dans le personnage de Shanks et j'ai trouvé ça génial, j'ai adoré, j'ai kiffé ma race. Et moi, je suis plus One Piece pour Shanks finalement que pour Luffy et l'équipage. Même si aujourd'hui, bon bah, in fine, Shanks, je l'ai pas vu beaucoup, mais à l'époque, à chaque tome que je me disais, putain, il va retrouver Shanks, il va retrouver Shanks, il va retrouver Shanks. Et ça pendant 10 ans. Au final, est-ce qu'il l'a retrouvé? Toujours pas, j'ai plus de vœux aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était hyper important pour moi. J'ai vraiment adoré. Surtout la scène de fin. La scène de fin, apparemment en plus elle a été rajoutée par l'éditeur. C'est l'éditeur qui lui a dit vas-y coupe le bras de Shanks, ça rajoute un peu de sang, les gens vont kiffer. Mais j'ai kiffé que en plus de cet univers un peu enfantin, de ce graphisme un peu enfantin, on était dans le cruel. C'est un monde dangereux. Et à travers une seule action, tu comprends que ça va être un monde dangereux où il n'y aura pas de comme par hasard. Moi ce que j'aimais pas, c'est que ce que j'aime pas, c'est quand le gentil gagne tout le temps, quand il n'a pas de difficulté. In fine, là où on en est dans Onigashima, c'est pas du tout ça, mais à l'époque de ce tome 1 là, le personnage le plus charismatique qui dans la scène d'avant te dit fais pas de cinéma, moi je suis un vrai bonhomme, quand tu dois tuer quelqu'un, tue le frérot, la scène d'après il se fait couper le bras, tes émotions elles sont bam 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 bam, j'ai vraiment kiffé ma race, on est dans un monde dangereux, même si t'as des bonnes valeurs, même si t'es un gars bien, même si tu protèges tes amis, même si tu fais pas de cinéma, tu peux faire graille par la nature parce qu'elle est beaucoup plus puissante que l'être humain, et l'être humain reste à sa forme la plus primitive de fils de l'homme, un être fragile, dépourvu de griffes, de crocs, de plumes et d'armes. Autrement dit, j'ai kiffé. Ça parle vrai, c'est cru, c'est la rue. Pour moi, One Piece, c'était la rue, c'était la street. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans ce tome 1. On va retrouver cette ambiance dans plusieurs tomes, peut-être pas jusqu'à la fin. Mais voilà, à l'époque, ce qui m'a plu, j'étais jeune aussi. Moi, j'avais 14 ans, j'étais là, je regardais des films de gangsters. Et je me suis dit, voilà, pour moi, One Piece, c'est un manga de gangsters. C'est pas un manga de pirates, en fait, au final. Et c'est étonnant ce que c'est devenu One Piece aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était vraiment ça. C'était le manga qui représentait le plus les gangsters occidentaux, pour moi. Dans tous les cas, c'est ce que j'ai vraiment kiffé. Ça parle vrai, des vraies valeurs. Par la suite, avec du recul, est-ce qu'il y a des éléments tangibles? Est-ce qu'il y a des preuves? C'est pour ça que j'ai relu ce tome 1-là. Est-ce que finalement, il y a des preuves qui vont nous donner un petit peu des détails et des informations sur la suite de One Piece? Pourquoi Shanks était là? Finalement, est-ce qu'il cherchait pas Ace en étant comme ça sur Ace Blue? Qu'est-ce qu'il cherchait comme trésor? On apprend par la suite qu'il a volé le Gomu Gomu no Mi à je ne sais quel... le tigre de Kaido, je me souviens plus de son nom, et de toute façon je m'en bats les couilles. Savait-il à l'époque que c'était le Ito no Mi Moje de vivant Nika? Voilà, est-ce que Oda, maître du foreshadowing, nous aurait pas caché des éléments? C'est aussi ça que j'ai envie de savoir en relisant directement One Piece. Avoir un œil neuf sur toute cette histoire. Très bon premier chapitre, qui m'a vraiment mis dans le bain. Attaché au personnage de Shanks. J'ai peur du traitement qu'il va avoir dans le film. Je ne veux absolument pas avoir des informations sur Shanks dans ce film. Apparemment, Uta était là dans ce village. On ne le sait pas. J'espère que c'est des souvenirs qui ont été envoyés par Luffy, par un pouvoir, un fruit du démon, un personnage du film. Je ne veux pas du tout qu'on touche à cette légende de Shanks. Je ne veux pas avoir des informations sur Shanks dans un film, ni dans l'animé, ni derrière une boîte de céréales. J'ai découvert Shanks dans le manga. Je voudrais vraiment qu'on le retrouve dans le manga. C'est important pour moi. Oda, si tu vois cette vidéo, fais pas le con. S'il te plaît. Voilà. Mon avis. One Pieceology épisode 1, il y aura la suite bien sûr, parce qu'il y a énormément de choses à raconter. Si tu kiffes, mets un pouce bleu. Si tu kiffes pas, écoute pas et puis c'est tout. Bonne journée, bon dimanche. Vive la France. Bye bye.